Bonjour à tous, septième vidéo de cette série sur l'immunité en terminale S, le répertoire immunitaire et les vaccins. Donc on va voir dans cette vidéo comment évolue notre système immunitaire depuis notre naissance et on va voir comment les vaccins peuvent l'influencer. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors on l'a vu dans les vidéos précédentes, le déclenchement de la réponse immunitaire adaptative va dépendre de la reconnaissance par un lymphocyte T ou un lymphocyte B dit naïf, c'est-à-dire qui n'a jamais connu d'antigène. Donc la reconnaissance par un de ces lymphocytes situés dans les ganglions d'un antigène. Or, que ce soit pour les LT8, les LT4 ou les LB, nous avons ici, de par la présence de ce répertoire immunitaire, un paradoxe. Ce paradoxe vient de la préexistence de lymphocytes pourvus d'un site spécifique d'un antigène sur les récepteurs membranaires, ici par exemple le LB3. Ce qui signifie que nous serions capables de fabriquer autant de combinaisons possibles pour les sites de fixation qu'il existe d'antigènes possibles sur la planète. Si on travaille sur l'exemple des IgG, les anticorps, qui sont donc un récepteur, alors ici nous avons des IgG libres, mais sur les lymphocytes B, nous avons des immunoglobulines fixées. Cette partie-là est fixée à la membrane des LB et cette partie-là sert de récepteur. Donc si on prend ce récepteur-là, cela signifie que nous avons une partie fixe, une partie variable qui va pouvoir présenter par anticorps une des milliards de combinaisons possibles qui existent pour les 110 acides aminés variables qui sont ici. Vous imaginez le nombre de combinaisons possibles que ça fait, sachant qu'il y a 21 acides aminés et on doit en mettre 110. Le problème est que, bien sûr, parmi ces combinaisons, il y aura des combinaisons d'acides aminés qui vont être compatibles avec des protéines de notre organisme. Donc forcément, ces anticorps-là, qui auront un site de fixation compatible avec les protéines de notre organisme, à savoir donc des anticorps dirigés contre nous, cela, il va falloir qu'on les élimine dès leur fabrication. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer autant de combinaisons possibles? C'est un mécanisme génétique. Je vous rappelle que toute protéine, c'est-à-dire toute séquence d'acides aminés, est contrôlée par un gène. Nous avons donc une création au hasard de séquences peptidiques très variables à partir d'un tout petit nombre de gènes. Alors comment est-ce possible? Tout se passe par une réassociation aléatoire. Je m'explique. Vous avez donc quelques gènes qui sont impliqués dans la fabrication des récepteurs, par exemple sur le chromosome 2, le chromosome 22, par exemple sur les chromosomes 2 et 22. Et on a donc plusieurs segments de gènes non adjacents qui sont réarrangés par recombinaison au hasard. Et donc dans un gène, vous pouvez avoir plusieurs segments du gène, et ce gène, donc quand il est copié pour fabriquer donc de l'ARN, qui va servir à fabriquer une protéine, il peut y avoir des réarrangements dans ces séquences. Je m'explique. Voilà un gène avec toutes ces séquences. Au moment où il est copié, les séquences vont être copiées séparément et peuvent être réassociées. Voilà. Donc là, j'ai une combinaison, là, j'en ai une autre. Mais si j'utilise tout, j'ai une autre combinaison. Et je peux fabriquer une combinaison de 4, une combinaison de 2. Bon, bref, je ne vais pas vous jouer au Lego pendant 1 heure, vous avez pigé. Voilà comment on arrive à des globules blancs, des lymphocytes B ici, qui possèdent des anticorps membranaires dont les sites de fixation sont génétiquement différents. Donc ces réarrangements de séquences vont induire la fabrication de protéines de surface différentes, des anticorps de surface différents. On va donc prendre le risque de se retrouver avec des sites de fixation compatibles avec nos protéines à nous. Il va donc y avoir un mécanisme de maturation. C'est ça la fameuse maturation dont je vous parlais dans les vidéos précédentes. C'est qu'on va nettoyer un peu tout ça, on va éliminer les lymphocytes qui peuvent se retourner contre nous. Donc globalement, voilà comment ça se passe. Dans la moelle osseuse rouge, on a une production continue de pré-lymphocytes, on les appelle les pré-LT, alors ça peut être les pré-LB aussi, hein. Là on est parti sur les LT. Donc tous ces pré-lymphocytes sont fabriqués, ensuite ils sont envoyés au thymus, et là on va avoir maturation et sélection des LT. C'est-à-dire qu'il va y avoir mort par apoptose, c'est-à-dire le suicide de la cellule, des lymphocytes qui présentent un danger pour nos propres cellules. Donc eux vont se suicider dans le thymus. Ne va donc rester d'opérationnel que des LT immunocompétents, c'est-à-dire compétents pour notre système immunitaire, mais on les dit naïfs parce qu'ils n'ont encore jamais rencontré d'antigène.
Et à partir du moment où ces lymphocytes vont circuler dans la lymphe ou le sang et vont rencontrer un antigène, ils vont être activés et ensuite ils vont se cloner. Donc au final, le répertoire immunitaire d'un individu va dépendre de deux choses. Un, de sa production de lymphocytes au tout départ, de la maturation qu'il va effectuer. Et une fois que les lymphocytes sont triés, que ceux qui sont capables de se retourner contre nous sont détruits, il ne reste que les lymphocytes immunocompétents dits naïfs. Ceux-ci vont, au cours de la vie de chaque individu, peut-être être activés ou pas activés en fonction des microbes que chacun rencontre dans sa vie. Et au final, l'ensemble des lymphocytes que l'on va disposer dans nos ganglions va correspondre à la représentation des rencontres de microbes qu'on a fait au cours de sa vie. Donc là, par exemple, ici, on a une rencontre avec un antigène 1 qui a déclenché une réponse immunitaire. Nous avons maintenant un clone de lymphocyte qui est prêt à se défendre l'organisme si jamais il rencontre à nouveau l'antigène 1. Alors que chez cette personne, le lymphocyte correspondant n'a jamais rencontré l'antigène 1. Par contre, elle a rencontré un autre antigène pour lequel elle sera donc protégée alors que lui ne le sera pas. Donc dans le répertoire immunitaire d'un individu, nous avons à la fois des clones de lymphocytes dits naïfs qui n'ont jamais rencontré d'antigène et des clones de lymphocytes mémoire qui correspondent donc à des clones de lymphocytes activés. Vous comprendrez donc, dans le cas des maladies auto-immunes, c'est qu'il y a eu un mauvais tri avant cette étape-là, c'est-à-dire ici, en supposant que celui-là aurait dû être éliminé et il ne l'a pas été, ce lymphocyte va passer dans le circuit du système de défense et forcément il va s'attaquer à nous-mêmes. Alors cette fameuse mémoire immunitaire, on peut la conserver très longtemps. On peut en avoir une trace en faisant un dosage des anticorps plasmatiques chez un individu. Donc quand on regarde au cours de la vie d'un individu, nous avons deux sortes d'anticorps plasmatiques. Nous avons tout d'abord les anticorps qui proviennent de la mère, car ces anticorps ont été transmis, ils ont traversé la barrière placentaire, ils permettent en fait à la mère de protéger son enfant pendant la grossesse. Sauf que voilà, ces anticorps sont produits par les lymphocytes B de la mère. Ce qui veut dire qu'au moment de la naissance, nous n'avons plus transmission d'anticorps de la mère à l'enfant, et donc le taux d'anticorps diminue. L'enfant par contre, lui, va prendre le relais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est né, son organisme va être confronté à des antigènes, il va produire ses propres anticorps. Alors certains vous diront qu'il est possible de maintenir le taux d'anticorps assez longtemps en allaitant son enfant, bien sûr, car les anticorps sont libérés dans le sang, dans le sérum. Or, le lait maternel est fabriqué à partir du sang. Donc dans le lait maternel, on va pouvoir transmettre des anticorps à son enfant. Donc allaiter son enfant, c'est aussi le protéger des antigènes de l'environnement. Mais voilà, et si on fabrique des anticorps, ce sont quand même des protéines, il arrive un moment où elles meurent, il faut les refabriquer. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait des lymphocytes B qui soient actifs régulièrement. D'où l'utilité des lymphocytes mémoire. Si je mesure l'évolution du taux d'anticorps dans le sang d'un individu, je vais généralement observer une évolution par pic, avec un premier pic, c'est ce qu'on appelle la réponse primaire, c'est-à-dire la première fois qu'on rencontre un antigène, donc le taux d'IgM va être important. Donc je vous rappelle que les IgM, ce sont les anticorps qui sont fabriqués en réponse à une attaque, donc par les plasmocytes. Donc on va avoir une croissance, c'est-à-dire une augmentation du taux d'anticorps, une stabilisation, puis progressivement une décroissance, une destruction des IgM qui sont dans le sang. Ça, c'est la suite à une simulation antigénique primaire. Maintenant, supposons qu'on rencontre une deuxième fois l'antigène. On constate que cette fois, le taux d'anticorps est relativement plus élevé. Alors, comment ça se fait que cette fois, on produise plus d'anticorps que la première fois? Tout simplement parce qu'ici, ce sont les lymphocytes mémoire qui se sont mis en action. Ici, il a fallu du temps pour déjà reconnaître l'antigène, mettre en route toute la machinerie. Et en la mettant en route, souvenez-vous, on a mis en place un groupe de lymphocytes mémoire. Bien sûr, on en a envoyé au combat, mais on en a gardé en mémoire. Et ce sont ceux-là qui se sont réveillés, se sont multipliés et ont produit des anticorps. Donc vous comprenez qu'on est déjà beaucoup plus d'anticorps à ce moment-là, parce que de base, au lieu d'avoir un lymphocyte naïf qui correspondait à l'antigène, on en a déjà tout un clone qui se trouve dans les ganglions. Donc forcément, dès le début, on augmente la production d'anticorps. Donc l'homme a utilisé ce principe. Alors au départ, on ne savait pas comment ça fonctionnait. C'est Jenner, médecin anglais des années 1760, qui a découvert le principe de la vaccination. Il avait remarqué
que les femmes qui s'occupaient de vaches, qui avaient contracté une maladie qui s'appelait la vaccine. Ces femmes-là, les trayeuses, puisqu'elles trayaient le lait, n'étaient jamais atteintes de variole. Or, à cette époque, la variole faisait de grandes épidémies dans les populations anglaises. Et donc, il s'est dit, ce sont deux maladies qui sont très proches. Ces femmes-là, elles attrapent la vaccine, mais ce n'est pas une maladie mortelle. Et une fois qu'elles l'ont attrapée, elles ne peuvent jamais attraper la variole. Donc, elles se sont dit que le corps apprenait à combattre la maladie. Il a fait des tests en prenant le pus qu'il y avait dans les pustules de la vaccine des vaches, en le mettant et en l'injectant chez des enfants. Et oui, à l'époque, c'était pas très contrôlé. Et en injectant ce pus de vaccine, il a protégé des individus, il les a empêchés d'attraper la variole. Donc le principe de la vaccination, c'est quoi? C'est de faire connaître à notre corps l'antigène une première fois, déclencher la réponse immunitaire, la mise en mémoire de lymphocytes et donc, lors du contact d'un deuxième antigène, une réponse plus importante. Alors, qu'y a-t-il dans un vaccin? Tous les vaccins ne contiennent pas exactement la même chose. Certains vaccins contiennent des microbes vivants atténués, c'est-à-dire qu'on les a chauffés, on les a déstabilisés de manière à ce qu'ils ne nous rendent pas malades quand on nous les injecte. Certains vaccins contiennent des microbes inactivés, c'est-à-dire morts, c'est le cas de la poliomyélite injectable du choléra. Quand il s'agit de se défendre contre des bactéries qui n'envahissent pas le corps mais qui produisent une toxine, par exemple le tétanos, la bactérie reste dans la blessure et libère une toxine qui circule dans le sang. Eh bien, il faut apprendre au corps à reconnaître cette toxine. Donc, on donne une anatoxine, c'est-à-dire une toxine neutralisée. C'est donc le cas diphtérie et tétanos. Et enfin, parfois, on n'arrive pas à inactiver un virus ou à l'atténuer, on va donc carrément le détruire et on va injecter des fragments de microbes, donc des antigènes. Ça va être le cas donc des maladies à pneumocoque, coqueluche, grippe, hépatite B. Donc quand on met en place un protocole de vaccination, on ne se contente pas d'une piqûre, en tout cas ça dépend des vaccins. La rubéole par exemple, on fait une seule piqûre, ça suffit à protéger pour le reste de la vie. Dans le cas d'autres maladies, il faut faire des piqûres de rappel. Donc on va déjà commencer par un protocole de piqûres rapprochées, où on va faire donc des injections rapprochées pour qu'on puisse dépasser le taux d'anticorps minimum pour être immunisé. Si on ne dépasse pas ce seuil, on n'a pas de protection en fait. On n'a pas assez d'anticorps dans le sang pour être protégé. Comme si vous décidiez de protéger la France avec 10 soldats. Vous voulez faire quoi? Pas possible. Donc les primo-injections qui permettent la mise en place de l'immunité. Et ensuite, ici, les rappels qui permettent d'entretenir le taux d'anticorps dans le sang. Alors vous allez me dire, il y a un problème. J'injecte un antigène et je veux que mes lymphocytes réagissent tout de suite. Or, en théorie, il doit y avoir une réaction inflammatoire avant. Donc le problème ici, c'est que quand on injecte des antigènes, des anatoxines, il faut une réaction inflammatoire, il faut une cellule présentatrice d'antigènes. Ce qui veut dire qu'on va favoriser par l'injection de d'autres produits qu'on appelle des adjuvants, cette réaction inflammatoire. Alors ces adjuvants, ça peut être par exemple des sels d'aluminium, du squalène. Donc ils ont pour but de déclencher la réaction inflammatoire pour mobiliser les cellules de l'immunité adaptative. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors grâce à la vaccination, on a pu faire disparaître, alors je mets bien des guillemets parce que les microbes sont toujours présents, mais on a quasiment fait disparaître la poliomyélite antérieure aiguë en France. Alors vous avez en orange l'incidence par million d'habitants, vous avez en gris la mortalité par million d'habitants. Et donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on a mis en place une vaccination, le nombre de personnes touchées par la poliomyélite a chuté. Et à partir du moment où la vaccination a été rendue obligatoire en 1964, vous voyez qu'on n'a plus jamais eu de cas de poliomyélite. Donc en fait, quand on vaccine l'ensemble de la population, ou quand on se vaccine soi, on protège les gens autour de soi. Parce qu'en fait, quand on est malade, on est porteur de la maladie. Et donc, certaines personnes vont exprimer cette maladie, d'autres non. Ça va être le cas de la rougeole qui revient énormément en France, puisque depuis quelques années, les gens se disent « Oh, la rougeole, ça n'existe plus, on vaccine plus. » Oui, mais non, parce que le problème, c'est que s'il y en a un qui déclare la rougeole autour de vous et que vous n'êtes pas vacciné, vous allez le choper. Et la rougeole, vous allez la transmettre aux autres personnes. Donc le fait de se vacciner, ça permet aussi de protéger l'ensemble de la population. Si vous voulez, c'est un peu une sorte de parapluie. Et tout va dépendre en fait du pouvoir contaminant des microbes. Par exemple, la rougeole. Un malade va provoquer 17 contaminations. Ça veut dire que pour protéger l'ensemble de la population française contre la rougeole, il faut qu'il y ait plus de 95% de la population qui doit être vaccinée. Sinon, on peut de nouveau voir des épidémies de rougeole. Les oreillons, c'est un malade pour 7 contaminés. La grippe, c'est un malade pour 2 contaminés. Donc il faut que 50% de la population doit être vaccinée pour qu'on soit protégé. Alors voici des chiffres intéressants. En France, 1 siècle de vaccins. Donc la diphtérie, 45 000 cas de diphtérie par an avant le vaccin, 0 aujourd'hui. La coqueluche,
550 000 cas, 1000 en l'an 2000 seulement. La poliomyélite, 4000 cas par an avant la vaccination, 0 aujourd'hui. La rougeole, 550 000 cas. Et moi, je l'ai fait quand j'étais petite, parce que la vaccination n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, 1000 cas seulement de rougeole. Donc l'homme exploite ses connaissances de l'immunité adaptative. Il continue à produire des vaccins comme il peut pour améliorer la couverture. Maintenant, n'oublions pas que nous avons bien sûr l'immunité innée. Alors c'est une immunité qu'on a depuis la naissance. Et cette immunité, c'est la plus ancienne immunité que l'on connaisse puisqu'elle existe en fait depuis l'apparition des invertébrés.